Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici, en Banque de Bruxelles. Si on voulait commencer cette réflexion sur l'enquête militante, c'est pas parce que l'enquête militante, l'enquête ouvrière, elle est quelque part dans l'histoire du mouvement ouvrier chrétien, elle est là depuis les origines. La jeunesse ouvrière chrétienne, qui s'appelle aujourd'hui les jeunes organisés et combatifs, elle faisait de l'enquête avec les travailleurs, et en particulier à l'époque des travailleuses du textile, dès le début du siècle. Mais on trouvait important de se réinterroger sur une réflexion qui est de remettre les marges au centre, qui est par ailleurs une citation que j'ai volée à Bellux sans m'en rendre compte, et donc j'en profite pour faire mon mea culpa de l'avoir plagié sans la citer. Mais l'idée, c'est de dire qu'on est face à une époque particulièrement dure, particulièrement brutale sur beaucoup de points, et très souvent, on fait quand même face à un certain fatalisme, un certain sentiment on ne voit pas très bien comment on va arriver à le changer. Et en particulier dans les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, on est confronté à des difficultés. Pourtant, il y a plein de choses qui bougent. Si on avait demandé il y a 5 ans, si on voyait un mouvement féministe qui allait traverser toute la planète et mettre des millions de femmes dans les rues, si on m'avait dit à moi quand j'étais permanent jeune qu'on allait voir des dizaines de milliers d'écoliers spontanément prendre les rues en Belgique, si on en parlait des gilets jaunes, la résistance des migrants à l'Europe forteresse, il y a toute une série d'aspects qui montrent aujourd'hui que les gens se mobilisent. Mais une question à laquelle nous, à l'intérieur du mouvement ouvrier, on doit répondre, c'est pourquoi certaines de ces mobilisations se font à côté ou en dehors de nos organisations plutôt que dedans, alors qu'historiquement, elles se seraient construites dans nos organisations. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu lancer une campagne sur la précarité. On a voulu s'interroger sur les gens qui sont au centre de ces luttes, les gens qui vivent la violence du système de la façon la plus brutale et qui pourtant résistent, s'organisent, sont actifs de façon visible ou invisible dépendant des moments et des types de structures que ces luttes peuvent prendre. Donc on a voulu s'interroger, apprendre, aller voir quelles connaissances, quels savoirs ces luttes produisent, comment elles peuvent réinterroger nos pratiques à nous, les remettre au goût du jour, mais aussi pourquoi le faire au MOC. C'est parce que le MOC, c'est 5 organisations, c'est le syndicat, c'est la mutualité chrétienne, c'est les jeunes organisés et combatifs, c'est les équipes populaires, c'est Vie féminine. Et donc ces 5 angles d'entrée qui permettent d'approcher un phénomène qui est parfois difficile à saisir quand on utilise les cadres traditionnels qu'utilise le mouvement ouvrier, qui s'est quand même construit sur une sécurité sociale accessible aux gens qui ont un contrat à durée indéterminée, souvent des hommes, souvent des blancs, et qui sont par ailleurs aujourd'hui vieillissants. Et donc, interroger tout ça, réfléchir là-dessus et essayer d'utiliser le fait qu'on ait une organisation multiple avec de multiples portes d'entrée qui travaillent, qui sont en contact avec les précaires. On le voit dans les aspects du mouvement qui peuvent se faire à l'intérieur, mais d'essayer d'en tirer les leçons et de pouvoir affronter l'époque avec des meilleures armes. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité David de la plateforme d'enquête militante, que je remercie de bien avoir voulu faire le trajet pour passer l'après-midi et maintenant la soirée avec nous. Comme un premier pas pour interroger cette pratique, pour pouvoir la remettre au goût du jour, on fera d'autres. Il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent l'enquête ouvrière, l'enquête militante, qui réinterrogent les pratiques. Et l'idée, c'est bien de faire une campagne sur la durée, d'accepter qu'il n'y a pas de réponse simple aux questions qu'on pose, qu'on fait des choses bien, le trajet pour passer l'après-midi et maintenant la soirée avec nous. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Comme un premier pas pour interroger cette pratique, pour pouvoir la remettre au goût du jour, je pense que David, on fera d'autres. Il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent l'enquête ouvrière, l'enquête militante, qui réinterrogent les pratiques. Et l'idée, c'est bien de faire une campagne sur la durée, d'accepter qu'il n'y a pas de réponse simple
aux questions qu'on pose, qu'on fait des choses bien, le trajet pour passer l'après-midi avant la soirée avec nous. Comme un premier pas pour interroger cette pratique, pour pouvoir la remettre au bout du jour, je pense que David en fera d'autres. Il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent l'enquête ouvrière, l'enquête militante, qui réinterrogent les pratiques. Et il serait bien de faire une campagne sur la durée, d'accepter qu'il n'y a pas de réponse simple. Donc en fait j'ai fait partie de ce groupe qui s'appelle la plateforme d'enquête militante, qui est située en région parisienne et qui a essayé vraiment de prendre l'enquête comme un outil de lutte. C'est ça l'idée d'enquête militante, c'est pas juste de faire de l'enquête pour savoir, mais de ce savoir d'en faire quelque chose, d'articuler toujours la production d'un savoir, la connaissance, l'analyse avec de l'action politique. Et vous verrez que j'essaierai toujours de maintenir un peu ces deux côtés-là. C'est vraiment l'enquête comme outil de lutte, pas juste recueillir des données, quoi. Juste pour expliquer un petit peu le contexte dans lequel ce collectif s'est créé, puis ça dit des choses aussi de ce que peut apporter l'enquête militante. Ce collectif, il est lié à un contexte politique en France de grosse agitation sociale ces dernières années, dont vous avez sûrement entendu parler, depuis 2016 notamment. Un contexte où en fait il y a plein de choses dans le militantisme qui sont remises en question. À partir de 2016, on a un mouvement contre la loi travail, qui était une loi sur... en gros, la place du syndicalisme qui affaiblissait vraiment les syndicats, je le dis très vite, mais et dans ce contexte-là de mouvement contre la loi travail, il y a eu toute une forme d'autonomisation des bases syndicales qui prenait de la distance par rapport aux directions syndicales. Donc ça posait beaucoup de questions sur ce qu'était en train de devenir le syndicalisme. Juste après ce mouvement-là, on a eu Nuit debout, donc un mouvement d'occupation des places, où là on posait la question de c'est quoi l'Assemblée, le rôle de l'Assemblée dans les luttes. On voyait apparaître ça alors qu'on ne le connaissait pas beaucoup. Enfin, moi, je l'avais peu connu avant. Après, on a eu les Gilets jaunes, bouleversement total. Aujourd'hui, on a un retour de la grève. Bon, dans ce cycle-là de lutte un peu continu, ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions pour les militants, sachant que nous, j'en reparlerai tout à l'heure, mais notre idée, c'est pas d'aller enquêter partout sur tout ce qui se passe. On pense qu'à un moment, d'aller tout le temps partout, ça va pas. Il faut choisir des endroits, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et que pour ça, on a besoin d'une phase d'enquête. Et que nous, on passe par là, qu'on essaye d'enquêter, de comprendre ce qui se passe, pour naviguer dans cet univers-là en France qui est très changeant. Mais je pense que de toute façon, l'enquête, même dans des moments plus calmes, j'en reparlerai, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est intéressé à chacun de ces mouvements. Donc à chaque fois qu'il y a ce type de mouvement en France, on essaye d'analyser ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe. Puis on a fait d'autres choses aussi à côté, hein. On a fait des enquêtes, donc là, différentes choses. Bien sûr, les Gilets jaunes, il y a eu des enquêtes sur le logement. Ça, c'était des traductions d'articles de camarades allemands, donc il y a aussi un peu de traduction sur les Gilets noirs. Les Gilets noirs, c'est la version sans papier des Gilets jaunes français. Sur la dernière grève, on a fait des enquêtes sur le tri des déchets, par exemple. Sur les étudiants, il y a eu des enquêtes aussi sur les luttes féministes, sur la grève des femmes en Suisse. Bon, toute une série d'enquêtes comme ça. Avec à chaque fois quand même l'idée que c'est pas juste pour raconter des choses et qu'on n'est pas un média, on s'est jamais défini comme un média, que si on fait ces enquêtes-là, c'est pour traduire ensuite les choses dans de la pratique. Et moi je vais présenter une enquête en particulier qu'on a fait auprès des ouvriers de la logistique. Vous verrez qu'on a cherché à décrire les conditions de travail en entrepôt, hein, mais qu'à la fin très rapidement on s'est posé la question avec eux, et le avec eux il est important dans l'enquête militante, on n'était pas extérieur, on le faisait vraiment avec. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire à ça. Donc on a mis en place à un moment des pratiques de blocage d'entrepôts et d'action directe auprès de ce secteur-là. Donc j'y reviendrai après. Avant, je vais essayer de définir un petit peu à quoi ça peut correspondre l'enquête militante, c'est quoi les grands enjeux, et puis assez vite j'essaierai de basculer sur le côté très pratique. Donc sur l'enquête militante et sur de quoi on parle quand on parle d'enquête militante. Vous avez dû voir quand j'ai commencé à en parler, hein, c'est pas vraiment une méthode de recueil des données. Moi, il se trouve qu'à côté, je fais la recherche à l'université. Ce que je fais quand je fais de l'enquête militante, c'est différent. C'est pas la même réflexion. Plus qu'une méthode, c'est presque un style ou une démarche militante où on se cherche toujours à articuler théorie et pratique, avoir vraiment une démarche réflexive. Et du coup, c'est un type d'enquête qui est particulier parce que ça implique d'être vraiment à l'intérieur des luttes. Donc quand je disais c'est vraiment être au cœur des luttes, dans l'interconnaissance aussi avec les personnes, dans la très forte proximité, alors que dans la recherche, on n'est pas aussi proche que ça. Là, au bout d'un moment, les gens deviennent, quand on fait des enquêtes, les gens deviennent des amis qu'on côtoie fréquemment, et avec l'idée vraiment de faire de la co-recherche, j'ai mis le mot derrière, de la co-recherche ou de la coproduction des savoirs. Et ça ne veut pas dire seulement qu'on produit un savoir ensemble, ça veut dire que ce qu'on est en train de produire nous transforme tous ensemble.
On n'a pas, sur la logistique par exemple, on ne cherche pas à extraire un savoir qu'ils auraient eux pour le diffuser. Vraiment, nous on pense que ce qu'ils nous disent, ça nous fait évoluer nous en tant que militants dans nos pratiques, et nous ce qu'on leur dit, ça les fait évoluer eux aussi dans leurs pratiques. Donc on est vraiment dans une interaction permanente où ce qui est plus important même que les données qui sont produites, c'est le processus. Le fait d'avancer ensemble avec les gens avec qui on fait des enquêtes. Et j'essaierai de montrer ça un petit peu sur différents types d'exemples à chaque fois. Tout ça pour être... quand j'ai dit de ne pas être partout, ça veut dire que ce type d'enquête-là, ça vise aussi à repérer des tendances fortes. Des choses qui nous paraissent importantes, qui nous paraissent stratégiques à un moment donné, et sur lesquelles on va mettre nos énergies, qu'on va chercher à accentuer, à renforcer, avec ceux qui sont les premiers concernés, entre guillemets, je reviendrai sur ce terme. Dans cette idée-là de coproduction, il y a une chose qu'il faut accepter dès le départ quand on fait l'enquête militante à notre avis, hein, c'est que ça implique d'être mobile. D'être mobile au sens où si on veut que ça transforme les gens, que ça nous transforme nous, il faut y aller en acceptant de mettre de côté, pas complètement, mais en partie, des modèles politiques complètement préconstruits, un peu figés, qui vont nous empêcher avec les personnes d'avoir un rapport vraiment d'égal à égal. Si c'est juste un modèle politique que moi j'ai et que j'essaye d'apporter aux ouvriers de la logistique, il n'y a aucun espoir d'avoir un moment d'être dans une posture d'égale position. Donc il faut mettre ça de côté et être mobile, ça c'est vraiment un point important dans l'enquête. Comment ça se définit du coup par rapport à d'autres types de militance? Parce que je suis en train de dire, voilà, il y a ça qui est intéressant, mais il y a d'autres types qui existent. Nous on considère que c'est un peu se différencier, de faire ça, des postures un peu mouvementistes, qui consistent à un peu à aller voir un peu partout, à droite à gauche, à soutenir un peu toutes les luttes, à faire un peu du tourisme politique, comme on pourrait l'appeler, quoi. Nous, on n'a pas envie de faire ça, on a envie de choisir certaines choses, de faire des choix et de ne pas aller partout. Et puis quand on va quelque part, c'est pour y rester longtemps. Les gens qui vont un peu partout, ils ont tendance à y aller, puis ensuite à déserter les lieux. Donc nous, on ne veut pas faire ça, on veut y rester longtemps, et c'est important pour nous. Et puis on veut ne pas faire aussi, et ça aussi c'est une posture qu'on retrouve dans le militantisme aujourd'hui, hein, ne pas chercher à faire de la pédagogie. Nous, on n'est pas là pour expliquer aux gens c'est quoi leur problème à eux. Ils le savent très bien. On n'est pas là pour expliquer la domination ou dominer, en gros. Donc on met ça de côté pour aller plutôt vers une démarche, un processus qu'on va suivre ensemble. Juste un exemple concret de tout ça. Le mouvement des Gilets jaunes en France, très clairement, pour moi, ça a été une validation de ces hypothèses-là de comment faire du militantisme. Les Gilets jaunes, ils débarquaient en France avec au départ une revendication sur l'essence, le prix de l'essence, la bagnole, avec des drapeaux français et des Marseillaises. Donc très clairement, quand ça s'est passé, ça avait beau être très vite un très très gros truc. Il y a plein de militants qui d'abord n'y sont pas allés, parce que c'était des proto-fascistes, il fallait pas y aller. Et même des militants qui, quand ils y sont allés, avaient des lunettes tellement grosses, épaisses, avaient un cadre politique préconstruit tellement rigide, qu'en fait ils n'y voyaient que du proto-fascisme. Nous, on a essayé d'y aller, et d'autres, il y en a plein d'autres qui ont fait ça, mais il y avait vraiment un intérêt, en tout cas, dans la démarche, d'essayer d'y aller de façon un peu ouverte, d'écouter ce qui se passait, de regarder ce que les Gilets jaunes étaient en train d'inventer, c'est-à-dire des trucs très forts. Donc voilà, de ne pas avoir ce cadre préconstruit, ça nous a permis de faire ça. Et puis les Gilets jaunes, en retour, ils nous ont appris plein de choses. En fait, eux, de par leur expérience, ne pouvant pas, ou plus beaucoup, être impliqués dans leurs entreprises, c'est des gens qui faisaient pas grève, mais dans des entreprises où on peut plus faire grève, ils se sont mis à manifester le samedi après-midi. Donc, ok, pourquoi pas, manif du samedi. Et à chaque fois, ils inventaient des solutions à des problèmes politiques que la gauche s'est posée pendant longtemps et ne parvenait pas, auxquels elle ne parvenait pas à apporter des trucs concrets. Et ils se sont mis à investir les ronds-points, alors que n'importe quel bon gauchiste un peu intello trouve ça extrêmement moche, le rond-point, et il fallait surtout pas y aller. Et ils ont inventé un nouveau langage, enfin bon, il y avait tout un tas de choses qui étaient en train de s'inventer, et pour comprendre ça, il fallait être dans une démarche un peu ouverte, quoi. Maintenant, qu'est-ce que ça pose un peu comme problème pratique, l'enquête? Donc j'ai dit, il n'y a pas de règle générale de l'enquête, ça dépend beaucoup de qui l'a fait et comment on l'a fait, avec sur quel type de sujet. Il y a quand même des questions qui se posent un peu générales. J'ai mis exprès des images de sociabilité vraiment assez fortes qu'on avait avec des ouvriers de la logistique. Et pour comprendre ça, il fallait être dans une démarche un peu ouverte. Pas de soutien. Dans des facs aussi. Maintenant, qu'est-ce que ça pose un peu comme problème pratique de l'enquête? Donc j'ai dit, il n'y a pas de règle générale de l'enquête, ça dépend. Comme on dit premier concerné, rapport au premier concerné, il y a cette idée quand même du dehors et du dedans.
et que puisqu'il y aura des premiers concernés, moi je serai un second concerné peut-être, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas une séparation entre enquêteurs et enquêtés, dont l'enquête militante, en fait, qu'elle vise pas à supprimer, mais au moins à estomper au maximum, à réduire au maximum. Il y a une vraie volonté de faire ça. Alors, ça se fait dans la proximité avec les gens, mais pas seulement en fait. L'exemple de la logistique, pour ça, il est bien, je trouve. Nous, on n'a pas fait des enquêtes sur la logistique juste pour défendre des pauvres ouvriers avec des conditions de travail terribles. Alors, c'est le cas, hein, les conditions de travail sont terribles dans ce secteur-là, mais nous, on considère qu'on est concerné par la logistique. On a tout le temps recours à la logistique quand on fait nos courses. Les entrepôts, c'est le back-office de tout ce qui se passe dans les supermarchés, dans les chaînes de vêtements, les chaînes de produits culturels, partout. On a toujours recours à ça, donc on n'est pas extérieur à ça, on vit dedans, la logistique. Et puis en plus, la logistique, c'est un secteur économique qui a un peu transformé le monde quand même. C'est grâce à la logistique qu'on peut faire de la délocalisation plus. Bon. Et puisque ce secteur il transforme le monde dans lequel on vit, nous on a le droit d'y s'y impliquer et de rentrer là-dedans. Donc on n'était pas extérieur. Il y a vraiment une position. On trouve qu'il y a un intérêt autre que juste défendre les gens à faire ça. Et puis une fois qu'on a décidé ça, après ensuite on y va complètement. Alors c'est une démarche qui est très demandeuse en termes de temps et d'implication. Parce que ça exige vraiment de s'impliquer beaucoup. Et une fois qu'on le fait, si on le fait avec une sorte d'éthique un peu correcte, ou en tout cas avec une forme de sincérité, il n'y a pas de problème à aller voir ces gens-là. Et dans le rapport aux premiers concernés, en fait, ça se passe plutôt bien. Il faut juste être un peu généreux, je l'ai dit, il faut être disponible. C'est déterminé aussi, c'est des sujets difficiles, les ouvriers de la logistique, donc on sait qu'une fois qu'on rentre dedans, qu'on met le doigt dedans, il y en a pour un moment et que ça risque d'aller assez loin. Mais si on fait tout ça, en fait, il y a plutôt des moments de partage et vraiment on grandit ensemble dans ce type d'enquête quand ça se passe bien. Un dernier point qui est important aussi, alors je passe juste rapidement sur un tout petit point, c'est différent ce type d'enquête, c'est différent si on va avoir des grosses structures déjà établies, comme des gros syndicats ou des grosses associations. Nous, on a plutôt été voir des gens qui n'avaient pas ces structures-là et qui avaient besoin de soutien, même s'ils sont quand même dans des syndicats, vous l'avez vu, bon, on y reviendra si vous voulez, mais quand on va avoir une grosse structure déjà très établie, le rapport il peut être plus compliqué, on peut servir de petites mains à coller des affiches tout le temps. Donc nous, c'est pas l'idée, on cherchait vraiment à être impliqué au même niveau que les personnes. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est que l'enquête militante, si c'est auprès d'une grosse structure, d'une grosse association par exemple, le rapport il peut être inversé. Les gens qui viennent faire de l'enquête militante, ils peuvent uniquement servir de petites mains. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire non plus. Autre point qui est important pour nous, c'est l'idée de créer des connexions. Et ça, c'est un point important, c'est le côté plateforme d'enquête militante. Créer des connexions entre plein de luttes, c'est un des intérêts de l'enquête militante. Alors nous, on appelle ça des alliances, on dit pas convergence, pour éviter un peu ce côté de la convergence où il faudrait que tout le monde se mette sur un pied d'égalité et oublie ses caractéristiques propres pour se mettre tous dans le même moule. Nous, on tient à l'autonomie de chaque lutte, donc on dit alliance de chaque lutte avec chacune son autonomie. Ou les écolos disent coopération maintenant des luttes. Bon, il y a vraiment cette idée-là qui était assez forte de garder l'autonomie des groupes. Donc pour au final, une perspective un peu générale, si je voulais la résumer, nous on essaye notre style de militance, c'est d'agir pour la prolifération des luttes et leur connexion dynamique. Prolifération, plus il y en a, mieux c'est, hein, c'est sûr, et connexion dynamique pour qu'ils s'imbriquent entre eux et qu'il y ait vraiment des choses là-dessus. Donc on faisait des banderoles par exemple qui reliaient racisme, exploitation et répression, et puis il y a eu des organisations de journées de discussion avec différents types d'acteurs du mouvement social. J'essaie de ne pas trop perdre de temps. Dans ce type d'enquête, il y a différents types de temporalité aussi, avec d'un côté des enquêtes à chaud et des enquêtes à froid. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'assez important. Il y a des moments où l'enquête militante, c'est suivre quelque chose qui est en train de se passer. Une explosion, un truc comme les Gilets jaunes, par exemple, qui est très très fort. Donc dans ces moments-là, c'est bien de faire l'enquête à chaud, il faut y aller tout de suite. Mais c'est des moments où on est plutôt extérieur, parce que dans ces moments-là, on n'a pas le temps vraiment de créer des connexions fortes, des liens forts, et d'approfondir les sujets. Donc il faut le faire, mais il faut penser aussi que l'enquête militante, ça peut se faire à froid, dans des moments plus froids, où il n'y a pas de grosse explosion sociale. Je dis ça parce que nous, en France, depuis quelques années, il y a un contexte qui est très chaud. C'est moins le cas en Belgique, ça dépend peut-être des sujets, hein, mais c'est moins le cas. Mais en tout cas, il y a un vrai intérêt aussi de faire ce type d'enquête-là, à froid, aussi pour préparer la suite, hein, parce que quand on fait des enquêtes sur des sujets qui nous semblent vraiment importants,
le jour où ça commence à bouger, on est préparé, on a les liens, on est prêt à faire des connexions, et c'est extrêmement important d'être préparé pour ça. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément un niveau ou un autre, hein. On cherche plutôt un niveau intermédiaire entre des moments chauds, des moments froids, entre une réflexion de fond et des fois des choses plus rapides dans des moments où il faut y aller. Je fais un tout petit point, mais juste, c'est une tradition qui est ancienne, tout ça c'est pas nouveau, donc je vais le passer très vite, le point historique, mais bien sûr il y a les enquêtes ouvrières, il y a un petit livre je crois qui est par là, qui a été imprimé à Bruxelles. Sur ce point, les enquêtes ouvrières d'Engels puis de Marx. En France, il y a des groupes comme Socialisme au Barbarie aussi qui ont beaucoup porté ce type d'analyse. Et puis en Italie, une tradition très forte dans le mouvement autonome italien, avec vraiment une utilisation de l'enquête, avec à chaque fois cette idée-là que l'intérêt, c'est pas juste de produire un savoir, d'expliquer ce qui se passe, hein, mais de transformer les choses. Chez Marx et Engels, c'est pas juste dire que c'est ça la vie de la classe sociale ouvrière, c'est aussi que les gens prennent conscience d'appartenir à cette classe. Dans l'autonomie italienne, il y a aussi l'idée de dire voilà, l'ouvrier est en train de devenir un élément central de notre société, il y a une transformation radicale et il faut que les ouvriers prennent conscience de ça. Bon, à chaque fois, il y avait l'idée de transformer quelque chose et pas juste de faire de la production de savoir. Et puis d'autres formes, alors peut-être plus proches de ce qui pourrait se faire ici. Le groupe d'enquête sur les prisons en France de Michel Foucault, qui a produit beaucoup d'enquêtes aussi, avec vraiment cette idée-là que quand l'information est une lutte, que dans un contexte comme la prison, le simple fait de faire de l'enquête, c'est déjà une forme politique immédiate, puisqu'on est dans un milieu fermé, où c'est très dur de produire des circulations d'informations, de faire sortir l'information. Donc c'est vraiment un rapport aux politiques presque immédiat. Donc je passe rapidement, c'était vraiment juste pour dire que dans l'enquête, il y a une tradition, et que cette tradition, elle est bien vivante, qu'elle est ouverte, qu'il y a plein de choses à y faire, et que ça vaut le coup de l'investir et de la nourrir encore plus qu'elle ne l'est déjà. J'en reviens maintenant sur un point concret, parce que je pense vraiment pour parler d'enquête, le mieux c'est d'aller voir qu'est-ce qui peut se faire de façon très concrète. Et ce cas concret, donc, c'est la logistique. Alors nous, à un moment, en fait, dès le début du groupe, on a fait le choix de faire des enquêtes sur la logistique et de rentrer dans ce domaine, de créer des liens avec des ouvriers de la logistique et de les faire durer le plus longtemps possible et de faire le plus de choses possible avec eux. Ça s'est fait notamment avec les ouvriers d'un entrepôt qui s'appelle Géodis, qui est une filiale privatisée en France de la SNCF. Vous verrez que ça joue un rôle important. À Gennevilliers, c'est au nord de Paris. On appelle ça le port autonome de Gennevilliers, qui en fait était un port autonome, aujourd'hui surtout une très grosse zone logistique, qui approvisionne, alors c'est pas la seule, mais elle approvisionne toute une partie de la région parisienne. Pourquoi est-ce qu'on y va? Donc, je le disais un peu tout à l'heure, je vais le redire plus précisément. Nous, on considérait dès le départ que la logistique, c'était un secteur fondamental. Fondamental parce que ces dernières années, les transformations des économies des pays du Nord, il y a un truc qui s'est passé à notre avis, mais on n'est pas le seul à dire ça, bien sûr, c'est que c'est des économies qui sont moins centrées sur la production. Avant, le cœur, c'était vraiment la production, les usines où on fabrique des objets. On sait bien que tout ça, ça a été un peu déplacé à l'étranger, qu'il en reste un peu, hein, mais que ça s'est affaibli. Par contre, dans le nouveau capitalisme aujourd'hui, le cœur, ou alors un autre cœur à côté de la production, c'est la circulation, les flux. La circulation des flux, c'est devenu un objet central, un point central du capitalisme, un point stratégique aussi, un point de faiblesse également, puisqu'aujourd'hui, quand on veut produire, quand on veut stopper ou ralentir ou faire pression sur des économies dans les économies contemporaines, on sait bien que ça se passe plus uniquement, un petit peu ça se passe là, mais plus uniquement, en tout cas dans des usines où on fabrique des voitures ou des produits électroménagers, c'est pas là le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est les flux. Et de bloquer les flux, c'est avoir un impact fort. Donc, la logistique. En plus, suite à ces transformations économiques aussi, la logistique, c'est un peu le nouveau prolétariat. On dit toujours qu'il y a de moins en moins d'ouvriers. C'est pas tout à fait vrai. Alors bien sûr, on a perdu une partie du monde ouvrier, on l'a pas perdue, elle s'est tassée, elle a un peu réduit. Par contre, il y a des nouvelles franges du monde ouvrier qui ont émergé très fortement. C'est ça, c'est les ouvriers de la logistique. En France, la logistique, c'est 900 000 emplois, sans le transport, juste le côté logistique entrepôt, 900 000 emplois, dont 80% d'ouvriers. Et c'est un secteur qui est en pleine émergence, donc il y a encore des secteurs ouvriers qui émergent. Donc ça nous semble intéressant. Et en plus de ça, c'est un secteur où il y a une grosse précarité. Donc ça crée, enfin, c'est intéressant parce que d'étudier la précarité aujourd'hui, ça nous semble important. Mais c'est intéressant, enfin c'est pas intéressant, c'est important pour nous aussi parce que ça aurait été plus difficile pour nous d'observer un secteur très corporatiste.
dans les entrepôts. Comme il y a beaucoup de précarité, comme le boulot est vraiment dur, il y a très peu d'esprit corporatiste. Il y a très peu de gens qui défendent vraiment le travail en entrepôt comme quelque chose de merveilleux. C'est pas le cas. Et en fait, ça aurait été plus compliqué pour nous d'étudier par exemple des travailleurs du nucléaire qui défendraient le nucléaire. Alors, on aurait eu un problème. Mais il se trouvait que ça facilitait les choses, le contexte de la logistique. En plus, c'est un secteur qui était faiblement visible, et nous on pense que de le rendre visible, ça transforme un peu la façon dont les gens perçoivent le social. Il y a encore des ouvriers, des choses comme ça. Ensuite, comment est-ce qu'on passe au concret? Comment est-ce qu'on va rencontrer ces ouvriers? En fait, ces rencontres avec les ouvriers géodistes, elles se font dans le cadre du mouvement social, à partir de 2016. Et c'est sûr que les mouvements sociaux, c'est accélérateur de rencontres. Ça ouvre des disponibilités matérielles et subjectives dans les têtes pour ce genre de rencontres, mais on peut le faire en dehors de ça, je pense, il n'y a aucun souci. Et ce qui s'est passé, nous, et ce qui est intéressant pour nous, c'est que à la fin du mouvement contre la loi travail, qui a duré jusqu'en 2017 en fait, il y avait un truc qui se passait qui était assez étonnant et intéressant de notre point de vue, c'est que la fédération du transport de la CGT était en train de faire ce qu'elle avait déjà fait dans d'autres mouvements et qui pose problème à notre avis, c'est qu'elle avait menacé de tout bloquer pour faire pression avec la menace des routiers, quoi. Et en fait, très rapidement, comme à chaque fois, il y a eu une négociation avec le gouvernement, les routiers ont obtenu ce qu'ils voulaient juste pour eux, et quand ils obtiennent des accords, ils font partie de la fédération du transport où il y a aussi les ouvriers de la logistique, mais ces accords, ils sont jamais valables pour les ouvriers de la logistique. Ils sont valables que pour les chauffeurs routiers. Avec des problèmes aussi de racisme, hein. Ça veut dire qu'il y a des chauffeurs routiers plutôt blancs, plutôt français, qu'obtiennent des accords forts avec cette menace du blocage, et du côté de l'entrepôt, il n'y a rien. Donc cette fédération du transport, elle a appelé à des rassemblements, et nous on décide d'aller voir dans ces rassemblements pour comprendre tout ça. Et en fait, dans ces rassemblements, il y avait très peu de blocages, vraiment, ils disaient que c'était des blocages, mais en fait, il n'y avait pas vraiment de blocage. Mais nous, on a rencontré un petit groupe d'ouvriers qui étaient vraiment dans l'opposition avec tout ça, qui sentaient bien que ce qui se passait n'était pas clair du tout, et qui eux disaient non, il faut vraiment bloquer, on fait partie du mouvement social, blablabla. Bon, je passe un peu rapidement, mais très bonne rencontre, et on se dit, ah super, on échange des contacts. On échange des contacts, et très vite, on se retrouve à aller les soutenir, puisque dans leur entrepôt, ils subissaient une répression antisyndicale très très forte. Il y a beaucoup de répression contre les syndicalistes dans les entrepôts. Donc ils appelaient à des soutiens, on y va une fois, donc ils se rendent compte qu'on n'a pas juste pris des contacts, on est venu une fois, on y va 2 fois, 3 fois, et puis à chaque fois on reste à la fin du rassemblement, et puis un jour il nous faut rentrer dans l'entrepôt pour le visiter parce qu'ils voient bien que ça nous intéresse, on prend des notes, et petit à petit au fur et à mesure on commence à construire une relation, un lien avec eux, et puis un savoir aussi sur ce qui se passait dans leur entrepôt. Petit à petit, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on recueille des données, donc il y a bien cette partie-là, recueil des données, j'ai bien dit que c'était pas que ça, mais on prend des notes quand on discute avec le blocage, et du côté de l'entrepôt, il n'y a rien. Donc c'est fédération de transport, elle a appelé. C'est pas du tout les images qu'on voit. Petit à petit, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on recueille des données, donc il y a bien cette partie-là, recueil des données, j'ai bien dit que c'était pas que ça, mais on prend des notes quand on discute avec le blocage, et du côté de l'entrepôt, il n'y a rien. Donc c'est fédération de transport, elle a appelé. C'est pas du tout les images qu'on voit. Petit à petit, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on recueille des données, donc il y a bien cette partie-là, recueil des données, j'ai bien dit que c'était pas que ça, mais on prend des notes quand on discute avec le blocage, et du côté de l'entrepôt, il n'y a rien. Donc c'est fédération de transport, elle a appelé. C'est pas du tout les images qu'on voit. Petit à petit, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on recueille des données, donc il y a bien cette partie-là, recueil des données, j'ai bien dit que c'était pas que ça, mais on prend des notes quand on discute avec le blocage, et du côté de l'entrepôt, il n'y a rien. Donc c'est fédération de transport, elle a appelé. C'est pas du tout les images qu'on fait aussi, on recueille des données, donc il y a bien cette partie-là, recueil des données, j'ai bien dit que c'était pas que ça, mais on prend des notes quand on discute avec le blocage, et du côté de l'entrepôt, il n'y a rien. Donc c'est fédération de transport, elle a appelé. C'est pas du tout les images qu'on fait aussi, on recueille des données, donc il y a bien cette partie-là, recueil des données, j'ai bien dit que c'était pas que ça, mais on prend des notes quand on discute avec le blocage, et du côté de l'entrepôt, il n'y a rien. Donc c'est fédération de transport, elle a appelé. C'est pas du tout les images qu'on fait aussi, on recueille des données, donc il y a bien cette partie-là, recueil des données, j'ai bien dit que c'était pas que ça, mais on prend des notes quand on discute avec le blocage, et du côté de l'entrepôt, il n'y a rien. C'est pas du tout les images qu'on fait, on recueille des données, donc il y a bien cette partie-là, recueil des données, j'ai bien dit que c'était pas que ça, mais on prend des notes quand on discute avec le blocage, et du côté de l'entrepôt, il n'y a rien.
à fond dans ce mouvement-là, ce qui n'était pas le cas de tous les syndicalistes en France. Hein. Donc avant même qu'on ait le temps d'en discuter avec eux, on se rend compte qu'ils sont déjà présents dans toutes les AG, enfin dans les AG de chez eux au moins, quoi, qui font des blocages de péages. À l'époque, tout le monde faisait ça, les Gilets jaunes, ils bloquaient des péages. Ils faisaient des péages gratuits, en faisant passer les gens, en disant c'est gratuit, c'est gratuit. Et très vite, eux, ils font ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les enquêtes qui ont été faites sur les Gilets jaunes montrent que les ouvriers de la logistique, c'est un peu le profil type du Gilet jaune. Même si c'est bizarre de dire profil type pour un mouvement comme ça, hein, mais au sens où c'est des gens qui, ce que je disais tout à l'heure, qui ne pouvaient pas se mobiliser dans leur entreprise, qui avaient plein de choses à dire et à faire, et qui ont utilisé les samedis pour se mettre en mouvement. Donc eux, ils se mettent à fond là-dedans. Par exemple, il y a une cabane qui se monte à Gennevilliers. La cabane, elle est construite avec des palettes qui viennent de l'entrepôt. Il y avait plein de cabanes gilets jaunes, c'était un des modes de lutte qui a été adopté. Et dès que Macron fait son discours en décembre, pour répondre aux gilets jaunes, il promet une prime, la prime Macron, on a appelé ça, de 1 000 €, au choix des entreprises, hein, c'est les entreprises qui pouvaient donner ça. Et 3 jours après, dans l'entrepôt Géodis, il relance une grève. Il relance une grève, sachant très bien ce qu'il allait se passer, hein, que l'entreprise allait détourner tous les flux. Et ce qui se passe à ce moment-là, et c'est là que tout arrive à s'imbriquer, et où l'enquête peut créer des choses vraiment intéressantes, hein, dans ce contexte-là, c'est que nous, à ce moment-là, on est en train de se connecter avec toutes les assemblées gilets jaunes qui se créent en Ile-de-France, on trouve ça super intéressant, on fait de l'enquête là-dessus, et on se dit, en discutant un soir avec eux, avec les ouvriers Géodis, hein, on se dit, mais en fait, il faut suivre les flux, il faut regarder ce qui se passe, comment l'entreprise détourne la grève, comment est-ce qu'elle contourne la grève. Les ouvriers Géodis l'avaient déjà fait un peu eux-mêmes, ils avaient fait une espèce d'enquête ouvrière à leur façon, hein, c'est-à-dire qu'en pleine nuit, parce qu'ils travaillent de nuit, ils traversaient l'Île-de-France à la recherche de leur colis, ce qu'ils appelaient leur colis, ils cherchaient dans quel entrepôt était leur vrai colis. Ils retrouvaient ça sur des étiquettes et tout, quoi, donc ils commençaient à savoir ça, et nous on se dit, mais en fait, avec tous les groupes gilets jaunes qu'il y a dans l'Île-de-France, on peut faire une tournée et aller bloquer les entrepôts où ces colis se sont déplacés. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu 4, 5 ou 6, peut-être 6 blocages, même ça dépend de comment on les considère, bref. Il y a eu toute une série de blocages comme ça qui ont été faits avec des groupes gilets jaunes sur les entrepôts Géodis, sachant qu'à l'époque, du côté gilets jaunes, les gilets jaunes voulaient bloquer du flux. Ils cherchaient des endroits où bloquer, ils cherchaient des connexions avec des ouvriers, et la rencontre s'est faite à ce moment-là. Donc il y a aussi un article qui a été publié là-dessus. Tout ça aussi, c'est à la base on publie des articles, on les fait circuler, on les transmet, on va discuter avec d'autres collectifs. Et il y a des allers-retours comme ça de savoir de ce qui se passe chez les Gilets jaunes, savoir ce qui se passe dans l'entrepôt. Et petit à petit, on arrive à une série de blocages dont il y a quelques photos ici derrière, quoi. Tout ça pour dire... autre chose, en lien avec tout ça, après, il y a un rassemblement qui a été... Alors, j'ai passé les... Mince, j'ai une slide de retard. Donc ça, c'est les Géodis en gilet jaune. Il y a un article que j'ai mis là, si vous voulez, qui raconte ça. Il y a aussi eu un rassemblement en juillet 2019 devant l'entrepôt qui rassemblait des gilets jaunes et plein d'autres collectifs. Et ça, ce rassemblement-là, comme les blocages que j'ai montré avant, à notre avis, plus que le blocage en lui-même et le coût du blocage, plus que le nombre de personnes qu'il y a à ce type de rassemblement, ce qui était intéressant à chaque fois, c'est la composition en fait des gens qui sont présents. Et ça aussi, c'est la démarche de l'enquête militante, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à bloquer le plus possible. Il y a des petits blocages qui ont plus de sens politique que des énormes blocages. Et ce rassemblement-là, à notre avis, il avait un sens politique fort, parce qu'il y avait non seulement les syndicalistes habituels qui se déplacent toujours dans ce genre de cas, mais là il y avait les syndicalistes du privé, les syndicalistes du public, il y avait des militants autonomes, il y avait des ouvriers, des étudiants de plein de facs de la région parisienne, il y avait des gilets jaunes qui étaient massivement présents parce qu'ils connaissaient tous les Géodis vu tout ce qui s'était passé, il y avait des gilets noirs, donc la nouvelle version des mouvements des sans-papiers en région parisienne, qui sont venus prendre le micro et prendre la parole, et il y avait des médias qui sont venus voir c'était quoi ce bordel devant l'entrepôt Géodis avec autant de gens bizarres, avec un impact pour l'entreprise qui était super dérangeant pour le groupe Géodis de se retrouver avec un rassemblement de ce type-là devant son entrepôt. C'est un truc complètement extraterrestre et extrêmement dérangeant, en plus avec une couverture médiatique. Voilà, c'est un moyen de faire pression aussi sur l'entreprise, mais en tout cas c'est autant la composition qui est importante dans ces cas-là que vraiment le fait de bloquer. Voilà, je vais un peu finir là-dessus sur quelques points, un peu revenir sur tout ce que j'ai dit. À mon avis, c'est des démarches qui sont assez riches, qui permettent d'être mobiles, de réinventer plein de formes de militantisme, de redonner de l'énergie aussi aux anciens militants qui parfois se sentent un peu désabusés de ce qui se passe, d'impliquer plus de personnes. C'est une démarche qui permet d'impliquer des gens qui ne sont pas forcément
habitués au militantisme, mais qui, par la démarche de l'enquête, vont trouver un parcours militant. Alors bien sûr, c'est une démarche qui est très prenante, mais à mon avis, ça vaut vraiment le coup. Et je pense qu'une des autres façons de montrer que ça vaut vraiment le coup, c'est qu'en ce moment, il y a plein de démarches de ce type-là qui réapparaissent, parce qu'elles ont déjà existé avant, hein, en Europe. Alors, en France, il y a eu la plateforme d'enquête militante, il y a un groupe comme ACTA, maintenant, en région parisienne, qui fait ce type de choses. Notes from Below, c'est un groupe anglais, Max en Belgique, Group Magazine aux États-Unis. Tout ça, c'est des groupes qui font un peu ce qui ont été fait dans la plateforme d'enquête militante. Et le 3 petits points, c'est pour vous ou d'autres, si un jour il y a ce genre de pratique qui se développe ici. Enfin, merci. Merci beaucoup. Et donc, est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure? Encore moins de 3. Donc voilà, on a une petite heure devant nous pour une bonne discussion. Donc la parole est à vous, des questions, des interventions. Qui veut se lancer? Vas-y Philippe. Moi, quand je vous entends, j'entends surtout l'éducation populaire, comme on dit en Belgique. Je suppose que tu sais ce que c'est. Et puis, j'étais un peu interrogatif, curieux, pas interrogatif, curieux. Comment vous faites après pour dire, tiens, on a quand même obtenu ça? Parce que je pense que dans la lutte, on a aussi souvent besoin de victoires. Et donc voilà, comment vous partagez ça, les avancées que vous avez faites? Alors oui, bien sûr, il y a plein de liens avec l'éducation populaire. Alors c'est un peu une autre forme d'éducation populaire, hein, mais il y a quand même cette idée-là. Il y a beaucoup de groupes d'enquête militante aussi qui font de l'auto-formation, des groupes de formation, des choses comme ça, quoi. Par contre, il y a aussi la volonté un peu différente de l'éducation populaire d'intervenir dans les luttes, pas juste par de la pédagogie. Ça, c'est un côté assumé de ce type de démarche, de vraiment intervenir concrètement et de ne pas uniquement faire de la pédagogie, avec cette idée-là hein, qui, moi, me semble importante, que, bien sûr, je trouve ça très bien l'auto-formation de la pédagogie, mais que d'être uniquement dans une démarche pédagogue, ça peut poser problème. Évidemment, c'est le discours des politiques hein, qui disent il faut faire de la pédagogie pour bien expliquer nos réformes. Si de l'autre côté des politiques, je parle des gouvernements, voilà, je pense que les militants ne doivent pas faire la même chose et doivent faire attention à ça. Surtout quand on fait des enquêtes auprès des classes populaires, hein, considérer que dans les classes populaires, il y a déjà des formes de contre-culture, que l'expérience de la vie quotidienne dans les classes populaires, c'est déjà une expérience politique. Voilà, il y a déjà des choses et qu'il ne suffit pas d'expliquer aux gens ce qui se passe. Et nous, on a les Gilets jaunes qui nous ont explosé la figure. Tout le monde pensait que les classes populaires ne comprenaient rien à la loi travail, qui étaient des débats compliqués en France. Et tout d'un coup, ça a explosé à ce moment-là. Je trouve que c'était une preuve qu'en fait, les gens comprenaient ce qui se passait. Donc voilà, nous, ça nous a un peu... Moi, je sais que ça a beaucoup transformé mes façons de voir sur ce point-là. J'avais l'impression qu'il fallait expliquer quand même aux gens. Et je pense que c'est toujours le cas, mais pas que. Ensuite, sur ce qu'on a obtenu ou pas, alors effectivement, de faire le décompte point par point matériel de ce qui est obtenu, ça ne correspond pas vraiment à ce type de démarche. C'est une démarche qui est vraiment... Ce qui est intéressant pour nous, c'est le processus, de comment est-ce que ça évolue et quel est le processus. Après, ensuite, concrètement, c'est les syndicalistes qui, dans le cadre de l'entrepôt, dans le cadre des négociations, arrivent à obtenir des choses concrètes sous pression militante avec les blocages et tout ça, quoi. Donc même pour ça, par contre, c'est compliqué. C'est un secteur où les luttes ouvrières sont extrêmement dures à cause de l'intérim, à cause de la précarité, de tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Donc déjà, quand ils obtiennent une forme de dignité ouvrière, c'est assez fort, quoi. Quand ils arrivent à se mobiliser massivement pour bloquer leur entrepôt, pour eux, c'est déjà un enjeu essentiel. Ensuite, ils ont réussi quand même à faire perdurer le syndicalisme dans leur entrepôt. Ils obtiennent des résultats aux élections professionnelles qui sont énormes, alors qu'ils ont des pratiques de lutte qui sont un peu sportives quand même. Puis ils obtiennent un petit peu sur les salaires, des primes uniquement, des conditions de travail. En fait, dans ces entrepôts-là, pour maintenir des formes de travail correctes, il faut avoir un rapport de pression quotidien, sans arrêt. Donc ils font ça, toujours.
Donc il y a plein de choses là-dessus, quoi. Mais nous, on pense que le processus, il est plus intéressant peut-être parce que ce qu'on voudrait voir un peu, c'est plein de formes de lutte de ce type-là émerger dans le secteur de la logistique. Si ça se répandait un peu, ces formes de lutte, et s'il y avait des choses comme ça dans tout le secteur de la logistique qui se produiraient, ça ferait un boom énorme, quoi. Ces ouvriers-là, aujourd'hui, s'ils se mobilisent massivement, ça bloque absolument tout. Et on pense que voilà, d'aller chercher ça à long terme, c'est aussi quelque chose d'intéressant, quoi. Allez. I don't know if someone needs to translate. Yes. Okay. So I want to comment on something rather than asking a question, because myself I've been doing workers' inquiries for like now 10 years, and I'm in the same group with your comrades and notes from below. So there is a meeting now. Actually, if there are other groups present here that are interested in being part of an initiative to build an international workers' inquiry, they should leave contacts probably. But so my comment was just to stress a bit more a question that often arises, that is, okay, the co-production of knowledge and co-research, but the question you often get is, why is research useful to organizing? Because many times this is not straightforward. So in this case, it's important to highlight more that the research in this, like you do, is useful, not only for the researchers to understand the composition in a certain sector, but how it can be useful to the workers themselves. Because this is there, but it didn't emerge that much, I think. And in this case, especially logistics, especially in these new sectors, the big use is, first of all, when workers are very dispersed, to let workers understand who are the others in the same sector, where are they, because they don't have often they don't have an idea of physically how they're distributed and what they do. Second, what actually are their conditions? Because when you're very isolated, you don't have the perception of the exploitation in the whole sector. So, putting things together, then the inquiry per se becomes automatically a tool for organizing. And this is why research is important. Because in many cases there is this disconnect between the researchers and the unionists and the organizers that say, okay, why do we need this? Organizing goes way faster than research. Why do we need to waste 3 months on doing our research? These is questions that often you get, no? So it's important to stress why it's needed. Elle voudrait faire un commentaire parce qu'elle fait elle aussi de l'enquête ouvrière depuis longtemps. En particulier, elle fait aussi partie d'un groupe qui veut créer de l'enquête, qui veut créer un réseau international qui fait de l'enquête ouvrière, donc de l'enquête ouvrière aussi d'un point de vue international, dont la plateforme d'enquête militante fait aussi partie. Et donc, s'il y a d'autres groupes ici qui font de l'enquête militante, ils devraient laisser leur contact. Ce qu'elle voudrait souligner, c'est que dans la coproduction de connaissances ou la co-recherche, c'est important de souligner pourquoi la recherche ou l'enquête est utile à l'organisation, à la mobilisation. Que évidemment, connaître, étudier la composition d'un secteur, la composition d'une force de travail, c'est utile pour le chercheur de comprendre mieux le secteur, mais c'est aussi utile aux travailleurs directement dans la lutte, en particulier dans un secteur comme la logistique où il y a beaucoup de dispersion et où il y a quand même aussi une question sur qui sont les autres travailleurs du secteur, où est-ce qu'ils sont, et de comprendre cette distribution et comment l'exploitation se structure à travers tout le secteur. C'est important et ça permet de construire une organisation et une lutte plus efficace, parce que c'est vrai que sur le terrain, parfois, il y a un écart entre travailleurs, syndicalistes et chercheurs, et en particulier le travail de mobilisation, d'organisation, il va beaucoup plus vite que le temps de la recherche, et donc cette idée qu'il faut passer 3 mois à faire le tour du secteur, à faire de la recherche,
c'est pas immédiatement clair pour tout le monde pourquoi c'est utile et que c'est présent dans la présentation, mais que ce serait bien de le souligner plus. C'est correct? Merci. Du coup, je peux répondre en français. Tu comprends un petit peu? Sur le côté international, vu ce que j'ai dit c'est important de comprendre les transformations actuelles du capitalisme, évidemment, qu'il y ait des connexions à l'international entre plein de groupes, en France, en Belgique, en Angleterre et ailleurs. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut développer, parce que ce que j'ai dit sur le flux à frontière, lui, hein, il traverse les frontières sans problème. Donc les enquêtes, il faut qu'elles adoptent aussi cette échelle-là internationale. Donc bien sûr, c'est super intéressant. Ensuite, sur en quoi la coproduction de savoir, c'est pas juste le savoir, mais c'est toujours utile. Alors là, il y avait des formes très concrètes d'utilité. Je précise quand même que je vous ai présenté un cas un peu idéal. Hein. C'est le truc qu'on a fait qui a super bien marché. Enfin, à notre avis, hein. C'est pas toujours comme ça. Il y a eu plein d'échecs aussi. On a fait d'autres enquêtes sur d'autres secteurs. On a fait des enquêtes sur le tri des déchets, qui à mon avis étaient très intéressantes, mais qui n'ont pas donné lieu à cette poursuite-là. Peut-être que ça viendra plus tard. C'est en train de venir en ce moment. Il y a des grosses grèves d'éboueurs en ce moment à Paris, en lien avec le mouvement des retraites. Bref, comme quoi ça sert quand même. On est content d'avoir fait cette enquête-là, parce qu'aujourd'hui elle nous sert. Bref. Mais il n'y avait pas ce côté-là, utilité directe dans ces enquêtes-là. Ça n'a pas toujours bien marché. Je pense que le côté utile et de mettre en pratique les choses directement, c'est important aussi pour ce qu'on disait sur la pédagogie tout à l'heure. Quand on va voir les gens, ça peut les intéresser de construire du savoir, ils sont contents, mais ils attendent quelque chose aussi, à quoi va servir ce savoir. Donc de le rendre opérationnel, peut-être pas très vite, mais à moyen terme au moins, quoi. De ne pas attendre 3 ans d'enquête pour le rendre opérationnel, ça me semble intéressant. Et puis ensuite, il y a différentes échelles. C'est-à-dire que là, les premières échelles, c'était le blocage. C'est pas une option stratégique monstrueuse, c'est juste le blocage de l'entrepôt. Quand même, ce blocage, il sert aussi à produire du savoir, parce que quand on bloque les entrepôts, on comprend les stratégies managériales d'écoulement des flux et de contournement des grèves. Donc ça, c'était hyper intéressant pour nous. Moi, j'ai fait plein d'enquêtes avant dans le monde universitaire, j'avais pas bien compris ça. Alors que le soir du blocage même, j'étais là en train de tout comprendre ce qui se passait en fait sous mes yeux. Donc c'est important pour produire le savoir, mais après, à plus long terme, par exemple, en ce moment, cette idée-là est en train de déboucher sur des créations de contacts entre plein d'entrepôts de la région parisienne, avec le constat que le syndicalisme, c'est pas uniquement de la faute du syndicalisme, hein, mais le syndicalisme tel qu'il est fait aujourd'hui et tel que le patronat l'utilise, on va dire, ne permet pas de rassembler ses ouvriers. Donc on est en train de monter des coordinations des ouvriers de la logistique, comme l'ont fait par exemple les livreurs autonomes, les livreurs de chez Uber ou Deliveroo, parce qu'on pense qu'il y a une forme là à utiliser. Donc voilà, il y a l'idée de progresser dans tout ça, et l'échelle, elle peut grandir avec ça, même si ça devient plus compliqué quand on a une plus grosse échelle, il faudra être très nombreux, voilà. Et c'est pas toujours facile, mais il y a vraiment cette idée que les choses soient utiles, quoi. Jackie, enfin tous les trois, peut-être on peut prendre les 3 questions. Moi, je pose une question parce que j'ai fait mai 68 en France. Et je trouve qu'avant, il y avait plus de solidarité entre les ouvriers et les employés. Donc, je travaillais avec Fulson, à Grande. C'est que les PDG arrivaient à monter les employés contre les ouvriers en 68. Alors, bon, l'intérêt, c'était de nous qu'on fasse le barrage avec des palettes, tout ça, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de partage, c'était nouveau. Et alors, c'était en pleine campagne, c'était un petit village de campagne, et c'était plus facile parce qu'on était aidés par les paysans qui nous apportaient à manger, des pommes de terre, tout ça, pour qu'on tienne le coup, quoi. On avait séquestré le PDG avec nous. Et à cette époque-là, c'était faire la reconnaissance du syndicaliste, et l'augmentation du pouvoir d'achat. Il y avait des femmes qui travaillaient ici, il y avait des machinistes aussi. Et le problème, c'était l'augmentation et aussi contre reconnaître le syndicaliste dans l'entreprise, parce qu'à l'époque, le syndicaliste n'était pas reconnu. On l'a pu pendant 1 mois et demi. On l'a fait même à Châtellerault, à côté de Poitiers. On a fait aussi la ville morte de Châtellerault, même à Poitiers.
Mais ça, c'était bien organisé avec les syndicalistes, les travailleurs, il y avait les paysans qui étaient là aussi. En accord. C'est une bonne expérience. Et je trouve que maintenant, à l'époque où on est vendu, ils sont pas bêtes, les patrons, parce que on va de plus en plus être on est séparés avec le moderne, l'ordinateur, tout ça. Alors les gens, ils sont là. Il n'y a plus d'humanisme comme avant, quoi. Bon. Ils vont rattraper tout ce qu'on l'a appris, l'augmentation du salaire, les droits syndicaux, la 5e semaine de congé payé qu'ils ont en France. Tout ça, c'est des acquis qu'on a eus. Tu vois. Et je trouve qu'il faut parler avec les anciens qu'ils ont fait mai 68. En France. C'est pour ça qu'on compte sur toi, Jacques. Voilà. Alors, qui d'abord? Je vais parler sur la question de la notion du syndicalisme. Parce que vous avez des personnes qui payent une cotisation syndicale, donc qui sont dans une organisation syndicale. Et je vais vous donner un exemple très concret. Quand je travaillais, donc j'étais délégué syndical, il y a un travailleur qui vient me trouver qui faisait des critiques sur l'organisation syndicale. Et alors je lui dis à un moment donné, mais t'es syndiqué? Oui, qui me dit je suis syndiqué. Eh bien, si t'es syndiqué, t'as tout le monde à dire dans l'organisation. Et aussi, quand t'as des actions, tu dois y participer. Alors il m'a répondu, lui qui me dit, mais ma religion me l'interdit parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Alors je lui ai dit, je lui ai répondu tout simplement ceci, écoute, tu crois ce que tu veux, hein, ça c'est ton problème, mais ne mets pas la religion pour pas prendre tes responsabilités. C'est ce que je lui ai répondu. Parce qu'il y a des gens qui font une critique sur le syndicat et qui payent une cotisation, ouais. Donc, et puis en plus, ce que je reproche très souvent, c'est qu'on manque d'autocritique de ce qu'on fait. Ça, c'est comment une organisation syndicale, je vais vous dire par exemple, quand un permanent vous dit, José, tu es un bon délégué syndical, mais je te demande de me remettre ton mandat. Alors, il faut un peu réfléchir, tu me prends pour un con ou quoi? Oui, mais quand un responsable syndical vous dit ça, il faut encore y croire, pour être militant. Merci, José. Moi, je suis assez convaincue que l'enquête sociologique au niveau des personnes en précarité est à remettre en vigueur, comme l'a dit un grand sociologue français qui a fait un bouquin qui explique, je voulais l'amener mais je ne l'ai pas, j'ai oublié de le prendre. Il analyse en fait le discrédit du politique par rapport à la sociologie en disant qu'il faut arrêter qu'il faut remettre du pénal et pas toujours essayer de comprendre. Et dans une solution, c'est la recherche en sociologie, mais il faut donner les outils aux personnes pour les faire. Et moi, ce qui me dérange, je trouve ça très très bien, très intéressant, mais ça s'adresse à quel public? Moi, je m'occupe de la question de la santé, des personnes qui ont perdu la santé, qui sont en situation d'isolement social et qui sont oubliées de tout le monde, et donc et qui subissent toute la violence du système jusqu'à la psychiatrisation des problèmes de santé et du social. Donc ça veut dire qu'on les accuse, au lieu d'essayer de les comprendre leurs problèmes et de les aider, on dit qu'ils ont un problème psychiatrique, ce qui est très facile, mais qui n'est pas la solution. Déjà, quand on sait comment fonctionne la psychiatrie, quand on a vécu de l'intérieur, on est particulièrement critique par rapport à tout le mécanisme de violence institutionnelle, relationnelle qu'il y a dedans, qui ne permet pas aux gens de se reconstruire et souvent ils sont fragilisés à vie et sont particulièrement stigmatisés, discriminés, alors qu'il faut changer tout le système, ici d'en punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de la sécurité sociale, il explique dans Loïc Ouacan, il explique qu'on a fait un choix à partir du néolibéralisme où on supprime les budgets à tout ce qui est éducation, santé, etc., pour des idées de rendement de néolibéralisme, et où on choisit de punir les pauvres au lieu de leur donner les moyens de s'en sortir. Et donc il y a un truc à faire vraiment
à reconsidérer ces il parle tout le temps du gouvernement de l'insécurité sociale. Et je pense que quand on utilise des vocables comme ça, on comprend que quelque part, il y a des dirigeants qui ont choisi de choisir l'inégalité, le profit, la déshumanisation, et qu'il faut être à beaucoup pour avoir d'autres choix de société, mais il ne faut pas oublier les gens les plus fragilisés qui ont du mal à s'exprimer. Déjà, quand ils s'expriment, ils peuvent être agressés. Parce qu'il y a cet immobilisme qui est un phénomène tellement compliqué, on a un sentiment d'impuissance. Plutôt que de questionner et de simplement se mettre en écoute, on se met à agresser l'autre parce qu'on a peur de ce qu'il vit, de ce qu'il pourra amener dans notre vie. Et comme il y a une logique de destruction massive, il ne faut pas oublier les plus fragiles, quoi. Et traduire cette enquête aussi. Enfin, moi, je voudrais faire une recherche-action. Merci. Je vais essayer de le faire, d'ailleurs. Bah ouais, c'est des thèmes vachement intéressants. Alors, je réponds un peu dans l'ordre, mais oui, l'autocritique, c'est un truc important dans l'enquête militante aussi, de toujours revenir sur ses erreurs et de confronter ses idées à la réalité concrète de ce qui se passe, quoi. Donc, c'est un point important. Et puis, sur le lien avec 68, je trouve que ce qui m'a intéressé, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, c'est aussi les patrons, ils sont malins. Et c'est pour ça qu'il faut faire de l'enquête militante aussi. Il faut comprendre c'est quoi leurs mécanismes à eux, être conscient des limites. Comme vous avez parlé des divisions entre employés et ouvriers, un entrepôt comme celui-ci chez Geodis, c'est un peu plus de 200 personnes. Tous les employés dans les bureaux sont des blancs, tous les ouvriers en CDI sont des arabes et tous les intérimaires sont des noirs. Quand on a des divisions comme celle-ci, qui sont construites par le patronat, il y a un moment, ça va limiter notre rôle en tant que militant, et pour les syndicalistes aussi. Donc voilà, il faut réfléchir à ça, analyser ça, et considérer que c'est un élément important. Et pareil sur les questions de grève et de durée de la grève. Effectivement, en ce moment, il y a plein de débats en ce moment là-dessus. Tout le monde disait que la grève, c'était limité à cause des transformations des modèles productifs, avec l'intérim, tout ça. Mais en fait, il y a les écologistes notamment qui commencent à dire en ce moment, mais en fait, la grève, c'est plus dur aussi parce qu'on n'a plus les moyens de faire de l'autoproduction. Si on arrête de travailler, qu'on n'a plus de salaire, on n'a plus rien pour se nourrir. À une époque, il y avait des croisements qui se faisaient, et ça, c'était fondamental. Et c'est vachement intéressant parce que cette dynamique-là, d'aller voir du côté de la reproduction, donc pas seulement le côté de production, mais reproduction, tout ce qu'on fait pour continuer à vivre, ça vient beaucoup des Gilets jaunes aussi. Les Gilets jaunes, ils ont réinventé des choses là-dessus qui sont à écouter, à analyser pour comprendre ce qui va se passer, à mon avis, dans les années à venir. C'est-à-dire qu'eux, ils n'attaquaient pas directement la production, mais la reproduction, la voiture, le transport, les déplacements, des choses comme ça. Et là, je pense que l'enquête, moi j'arrive à le dire comme ça maintenant parce qu'on y a beaucoup réfléchi, et je pense que ça valait le coup parce qu'il y a des choses qui se réinventent et qu'il faut être attentif à ça si on veut comprendre ce qui va se passer dans les années à venir. Alors, je demande de ma famille. Jackie. Et sur le côté sur la sociologie et ce que ça peut apporter, alors je suis complètement d'accord. Après, je dirais pas n'importe quel type de sociologie. Dans un certain type de sociologie, il y a quand même un risque dans l'enquête vraiment sociologique d'observer toujours les structures, les trucs objectifs, les systèmes. Ça c'est très bien. Je suis persuadé que c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe. Par contre, pour faire du militantisme, ça peut être un peu bloquant. D'abord, ça demande énormément de temps, 3 à 4 ans de recherche pour arriver à comprendre la structure de l'emploi logistique, par exemple. C'est un peu gros, c'est un peu froid. Nous, on pense que dans l'enquête militante, pour vraiment produire des effets, il ne faut pas juste regarder les structures. Des fois, il vaut mieux faire des petites choses, créer des vrais liens forts avec des gens, penser les subjectivités. Et en fait, ce que vous avez dit sur les lieux de soins, par exemple, d'être critique sur les mécanismes de l'intérieur dans les lieux de soins, sur ce qui se passe, ce que les gens ont dans la tête, ça veut dire ça, les subjectivités, ça peut être aussi utile pour faire une enquête militante qu'une grande enquête statistique, pour le dire rapidement, sur les lieux de soins. Donc il y a des types d'enquêtes qui sont plus faciles pour faire du militantisme que des grosses enquêtes sociologiques. Donc il y a de la sociologie, et Loïc Vacan il fait de la sociologie qui est plus subjective, qui est plus fine, c'est pas que de la grosse statistique, donc bien sûr il y a ça. Mais en tout cas ça pose des questions sur l'implication du chercheur, parce que les chercheurs qui observent que les structures, en fait, s'ils veulent devenir militants, ils se retrouvent toujours porte-parole. Et la seule façon d'être militant dans leur cas, c'est d'être une tribune, alors ok j'ai un peu une tribune, et d'expliquer, mais ils n'arrivent jamais à sortir de ça, parce que leur mode de recherche
il n'est pas orienté vers des implications militantes concrètes, quoi. C'est que des gros trucs de structure. Donc il faut penser aussi l'enquête, la forme de l'enquête, pour que ça devienne opérationnel, quoi. Faut y penser un peu à l'avance, quoi. Et, par exemple, moi, ce que Attends, on va éviter le ping-pong, il y a une demande de parole derrière toi. Vous pouvez éventuellement, soit s'il y a du temps, on revient à toi après, ou alors hors débat. Comme ça, tout le monde peut intervenir si tu veux. Sixtine. En fait, justement, pour revenir sur ce que tu disais là par rapport à la position de chercheur, je vois bien la différence qu'il y a entre une recherche, même si c'est l'observation participante au niveau académique, et l'enquête militante au niveau de la composition de savoir et au niveau de l'action après, même si je pense que l'observation participante, c'est pas la même des choses, mais c'est pas le but, le premier but. Est-ce que toi tu penses qu'il y a des choses de l'enquête militante qu'il y a moyen d'apporter en académique, ou est-ce que simplement le cadre académique institutionnel avec la position de chercheur qui est d'office avec certaines positions, avec un savoir, un certain type de littérature, la pression de devoir produire et dialoguer avec une littérature existante, est-ce que c'est de plus en plus vicié pour pouvoir emporter quelques éléments d'enquête militante, ou est-ce qu'il y a des choses à faire justement à utiliser les ressources de l'université et en fait la liberté que peut avoir certains, la liberté scientifique pour faire des choses? C'est une question qui est compliquée et qui en plus est très personnelle, ça dépend beaucoup du rapport de chacun. Enfin, je dis très personnel aussi parce que moi, à côté, je fais de la recherche à l'université et que c'est le cas d'une partie des membres de la plateforme d'enquête militante, comme précaires de l'université, quoi. Donc c'est une question qui se pose tout le temps. Alors bien sûr, d'avoir des lectures universitaires, ça peut nourrir ce qu'on fait là. Le côté statistique, par exemple, c'est intéressant, nous faire un peu d'analyse statistique, ça permet de comprendre les situations. Mais par contre, les allers-retours sont pas évidents quand même, à mon avis. Moi, personnellement, je préfère séparer un peu ces deux univers. Ça circule au niveau des idées, entre l'enquête militante et la recherche universitaire. Mais au niveau des pratiques, je n'arrive pas à voir encore, peut-être. Il y a plein de gens qui essaient de le faire, hein, c'est pour ça que je dis que c'est très personnel. Moi, j'arrive pas à voir comment ramener des pratiques militantes dans le cadre de ce que je fais à l'université. Donc pour l'instant, je préfère couper un peu les deux. Mais voilà, je pense que c'est quand même limité, hein, le cadre de l'université pour ça. On peut utiliser certains outils, par contre, de l'université, des amphis pour diffuser un savoir et co-construire un savoir avec des étudiants, utiliser des choses comme ça. Les universités, dans le lieu université, les facs, il y a plein de choses à faire, je pense, par exemple. Par contre, c'est quand même des institutions un peu lourdes, dans lesquelles c'est pas si facile d'être très mobile, quoi. Et, bon, je pense que si on veut vraiment garder le côté co-recherche, avancer ensemble à proximité, c'est pas forcément le lieu idéal, l'université. Des bistrots devant l'entrepôt sur le capot d'une voiture, c'était plus facile que dans un bureau de la fac. Donc, voilà. Mais aussi pour sortir parce que de sortir de sa position d'universitaire, ça facilite le rapport aux gens, pour le dire plus en plus. Donc voilà, moi je coupe un peu, mais c'est réflexion en cours, quoi. Monsieur ? Oui, bonjour, je m'appelle Karim. Donc on est une petite association sur Bruxelles. Et on est un petit peu à contre-courant et on est un petit peu marginalisé, même au niveau politique. Et je voulais vous poser une question. Quels sont les nouveaux acteurs aujourd'hui sur le terrain? Quels sont les profils d'acteurs, les acteurs de changement, les militants? Nous, ce qu'on remarque un petit peu, donc nous on fait partie de la nouvelle génération, et on voit bien que tous les anciens, en fait, on voit bien qu'on est ou bien de la sous-traitance, ou bien ce qui les intéresse chez nous, c'est un peu le public, en fait. Donc notre point fort, c'est qu'on a un public. On a un public dans les quartiers, et tous les militants qui sont venus vers nous, en tout cas ou les sociologues, les experts qui sont venus vers nous, donc on travaille avec des jeunes sur Molenbeek, on a vu que c'était surtout pour venir prendre de l'information, mais pas du tout pour être dans le côté gagnant-gagnant dans l'histoire. Et voilà, donc en tout cas sur Bruxelles, après les attentats, on a bien vu une centaine de débats avec les sociologues, politologues, ils ont ramené la sûreté d'État, ils ont ramené tous les experts. Conclusion de ça, les fondations, conclusion, ce sont les mêmes structures qui ont reçu des subsides. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi une chasse gardée des mêmes acteurs qui se partagent le gâteau, que ce soit au niveau des sociologues, que ce soit au niveau des intellectuels, mais que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs sur le terrain que nous on connaît personnellement, qui ont du résultat, qui ont de l'impact, mais qui sont totalement mis sur le côté, ou convoitisés, ou étouffés, comme nous on a carrément été étouffés. On est en train de renaître maintenant, parce que maintenant on a pris un peu de recul, mais en tout cas,
ou bien on devait rester de la sous-traitance des experts et en tout cas de nos aînés qui ont l'expérience sur le terrain, mais on voit bien que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas dans une logique partenariat, dans une logique de... Je vais donner un exemple. On a beaucoup des gens qui viennent vers nous qui disent on a envie de monter des projets avec vous. Quand on leur demande de nous envoyer un mail et de pouvoir faire la demande de manière par mail, tout d'un coup ils ne veulent pas, et on comprend bien que c'est toujours comme on n'avait pas d'expertise, on était un peu naïf, mais il y a beaucoup les anciens qui sont venus vers nous, et des gens de tout horizon politique, qui travaillent surtout dans des structures qui ont des gros subsides, mais qui n'ont pas le public. Voilà, donc on a été beaucoup un petit peu à contre-courant, un petit peu rentre dedans. Donc, voilà, mais voilà, maintenant on prend un peu de recul, donc merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Et donc ma question c'était, quels sont les nouveaux types d'acteurs qui émergent sur le terrain, les acteurs de changement? Est-ce qu'il y a des nouveaux types d'acteurs issus... Non, ça peut être nouveaux acteurs, nouveaux terrains, mais je vais faire un peu les deux. Nous, dans les acteurs ou les terrains où il se passe des choses vraiment importantes, qu'on a identifiées, et il y en aurait plein d'autres, hein, sauf que nous c'est ceux qu'on a regardé. Il y a la logistique, les ouvriers du déchet. En ce moment, on est vraiment sur ça. On pense qu'il va y avoir une transformation avec l'écologie et que de regarder le côté ouvrier de l'écologie, de ce qu'on appelle le développement durable, ça c'est fort. Les gilets jaunes, ça nous a paru très fort. Le féminisme, avec toutes ces possibilités, c'est des possibilités de changement radicaux dans plein de domaines. Et les quartiers populaires. Donc on a fait plein de choses aussi auprès des quartiers populaires, notamment sur les violences policières au départ, parce que c'était l'élément fort dans les quartiers populaires. Mais par exemple, sur le côté violence policière, nous on y allait parce qu'on trouve ça fondamental, clairement. Mais on y allait aussi avec l'idée, et c'est là qu'on assume un rapport d'égalité. On n'y va pas juste pour coller des affiches pour les quartiers populaires. On y va sur les violences policières, on trouve ça important, mais on y va aussi, à l'époque, nous on avait déjà fait l'enquête Géodis, en disant il faut connecter violence policière avec l'exploitation. C'était ça la banderole racisme, exploitation, répression. C'était une manifestation du comité Adama Traoré qui a été tué dans un... Enfin bon, c'était une grosse mobilisation sur les violences policières. Et nous on venait en disant mais il faut parler d'exploitation au travail, parce que nous les ouvriers Géodis, la répression, ils ne subissent pas uniquement dans le quartier mais aussi dans l'usine, et que tout ça c'est en lien. Donc là on essaie d'apporter des choses et puis d'engager une discussion là-dessus. Et pas juste de tendre le micro pour dire allez-y, racontez-nous, nous on veut discuter quoi. Donc il y a vraiment cette position-là. Puis avec les Gilets jaunes par exemple, ça s'est produit comme ça aussi. On s'est mis d'accord avec des syndicalistes, des cheminots, des militants des quartiers populaires, donc le comité Adama contre les violences policières, pour organiser ce qui était un des premiers appels de la gauche. Donc c'était tout début décembre, c'était le deuxième acte des Gilets jaunes, organiser un cortège commun pour rejoindre les Gilets jaunes. Donc on s'est retrouvé à rejoindre les Gilets jaunes avec des syndicalistes, avec les quartiers populaires et les militants autonomes. Par rapport à ce que racontaient les médias sur les Gilets jaunes à l'époque, c'était complètement farfelu et ça a super bien marché et tout le monde s'est rencontré. Et donc voilà, ça c'est des dynamiques qu'on voulait impulser vraiment. Et puis aussi sur le côté, ces gens-là sont récupérés. Moi je suis d'accord, il y a un problème avec ça. Nous on défend férocement l'auto-organisation de tous ces groupes-là. On n'est pas là pour organiser à la place d'eux, et on n'est pas une organisation politique, ce qui facilite pour le coup cette question-là, et c'est du coup une question qui se pose à des organes politiques comme ici. Nous, on n'a pas besoin de recruter, on n'a pas d'organisation à faire grandir, donc on est tranquille avec ça. Après, je pense que c'est aussi possible, quand on est une grosse organisation, qu'on peut quand même connecter avec ces luttes-là dans une démarche d'enquête, donc de mise à égalité, et on peut faire des choses intéressantes. C'est pas ça le problème, mais il faut réfléchir un peu à la forme et le faire correctement. Je prends juste un exemple, par exemple le syndicalisme peut avoir ce problème-là de toujours chercher à recruter ou de ne pas être à égalité, mais si on regarde ce qui s'est passé avec les livreurs à vélo par exemple, les Deliveroo et compagnie là, en tout cas dans le contexte de la région parisienne, ils ont monté, les Deliveroo et tout, ils ont monté des collectifs, des livreurs autonomes parisiens, le CLAP ça s'appelle. Et puis en plus ils étaient sur des lignes, donc c'était un collectif, hein, pas un syndicat, sur des lignes. Nous on veut pas le salariat, on n'en veut pas, on veut rester indépendant. Et au départ les syndicats ils trouvaient ça très bizarre, et puis petit à petit il y a un dialogue qui s'est mis en place. Et il y a même des syndicats qui aident ces luttes-là, tout en acceptant que ça soit pas les leurs et que ça va rester un truc auto-organisé, mais qui disent voilà, on favorise l'auto-organisation de ces groupes-là, et puis on garde un lien direct, une alliance avec eux, pour fonctionner ensemble. Et ça, c'est un rapport correct, je trouve, au groupe émergent. Alors, je vais peut-être en prendre deux à la fois pour qu'on avance. Ouais, moi, je me demandais juste s'il y avait un endroit où on pouvait trouver, enfin, je sais pas, une espèce de compte-rendu, mais genre bien détaillé d'une de vos enquêtes. Vas-y.
Ouais, alors il y a, sur l'enquête de Géodis par exemple, il y a 4 articles. Il faut les mettre bout à bout, mais on l'a toujours pas fait pour comprendre l'histoire. Donc le premier c'est Géodis c'est dégueulasse, description d'entrepôt. Le deuxième c'est les batailles du flux. Attendez, je suis bien d'ordre. Oui, les batailles du flux sur qu'est-ce qui se passe quand un entrepôt se met en grève. Le troisième c'est Géodis en gilet jaune. Pourquoi ces ouvriers-là ont été vers le mouvement des gilets jaunes. Et j'en oublie un. Et une soirée à 300 000 balles, comment s'est passé le premier blocage et comment il était organisé. Et, donc si tu tapes Géodis, plateforme d'enquête militante, normalement tu peux retrouver ces articles-là les uns après les autres. Mais on a clairement un problème, c'est qu'il nous manque de force pour faire de la bonne édition. Donc on a tendance à publier plein de petits articles et à jamais les mettre bout à bout dans des grands récits. Il faudrait prendre le temps, s'arrêter un peu. S'il n'y a pas des mouvements sociaux qui apparaissaient sans cesse en France, peut-être qu'on y arriverait, mais c'est un petit souci, quoi. Donc il faut fouiller sur le blog. Monsieur ? Oui. Réponse a été à moitié donnée pour ma première question, à savoir, je veux dire peut-être un mot de vos relations avec les syndicats, ou comment vous êtes perçu par les syndicats dans votre action. Je pense notamment, vous avez parlé un peu des livreurs, l'autre question, c'est plutôt justement autour de l'enquête proprement dite. Donc, il est un peu difficile de se figurer comment concrètement cette démarche a lieu, et avec en corollaire, mais dans l'inconnu de savoir comment ça se passe réellement. On parlait d'un procès d'enquête, mais ça consiste matériellement en quoi sur le problème de ce que le résultat de ce type de démarche puisse aussi profiter, y compris hors des frontières, qu'on puisse. Donc, s'il n'y a pas une grille, s'il n'y a pas de méthode, comme tu as dit au début, ça suppose que ça rend très difficile la comparaison ou l'utilisation par d'autres groupes similaires, ou même des gens à l'extérieur des groupes qui voudraient s'y intéresser pour comprendre un peu ce qu'il en est, ce qui est intéressant à étudier. Je pensais entre autres, mais n'ayant pas de vue sur votre démarche, qu'il me semble qu'il y a tout de même certains types de questions basiques, telles le degré d'exploitation, qui serait utile d'avoir un peu partout, presque à le définir, si c'est combien la boîte gagne par rapport à un travailleur, ou que ce soit la plus-value, des choses pareilles, qui a un petit côté pédagogique, est-ce qu'on peut échapper de traiter un peu pédagogique. Voilà. Hugo, peut-être, comme ça on en prend deux d'un coup. Moi j'ai une question qui rejoint un petit peu ce que M. a dit là. En fait, dans la discussion que j'ai eue avec le personnel de nettoyage, là où je travaille, où on essaie de les soutenir, on a du mal à lâcher nos grilles d'analyse et d'être vraiment quand on discute avec elles, d'être vraiment dans une co-construction, je sais pas jusqu'où on va aller. Et je pense que c'est toujours compliqué parce que nous, on vient quand même avec certaines grilles d'analyse marxistes, on parle de degrés d'exploitation. C'est difficile de complètement les zapper de notre cerveau quand on va essayer d'aller à leur de les soutenir. Évidemment, on va les soutenir, comme tu l'expliquais, parce qu'on pense que c'est dans une dynamique globale de privatisation de l'institution et que du coup ça nous concerne aussi. Mais c'est difficile, je trouve, parce qu'en face, parfois, on a des réponses qui sont peut-être plus modérées, peut-être avec des discours qui sont plus de l'ordre de l'économie morale, en tout cas qui ne vont pas aller avec pas toujours avec des grands discours et des grandes analyses structurelles telles que nous, en tant qu'un télo, on pourrait avoir en temps, etc. Donc comment est-ce que vous faites en pratique vraiment comment est-ce que vous jouez avec cette co-construction? Comment est-ce que vous faites pour un peu oublier ou comment vous le mettez de côté ou si vous ne faites pas, comment vous faites avec vos grilles d'analyse? Oui, alors c'est une super question tout ça. Alors sur le côté rapport aux directions syndicales, il y a deux choses très différentes. Il y a le rapport au syndicat.
Donc le côté direction syndicale, fédération, confédération, ils n'ont aucune idée de notre existence, ça reste des petites choses. À mon avis, ça vaut le coup de les développer un peu partout, ces petites choses, mais c'est quand même des petites choses, donc on ne discute pas avec Martinez et le secrétaire général de la CGT directement. Par contre, là, dans le contexte français, il y a quand même quelque chose qui facilite ce qu'on fait avec les ouvriers de la logistique, mais dans d'autres domaines, c'est qu'il y a eu une forme d'autonomisation des bases syndicales très forte ces dernières années, avec la revendication dans le cas des Géodis, revendication d'un syndicalisme révolutionnaire et mise en pratique d'un syndicalisme révolutionnaire très critique de la direction syndicale, donc une forme de syndicat avec laquelle nous on était déjà en accord avant même de les rencontrer, et ça facilite les choses très clairement. Donc il y a cette dynamique-là en France qui est vraiment forte. Eux sont hyper critiques, plus que nous même, de leur fédération par exemple, de la fédération du transport. Eux seraient prêts à aller attaquer la fédération et nous on trouve qu'il faudrait peut-être pas faire ça, que c'est peut-être un peu compliqué d'attaquer les fédérations, qu'on a mieux à faire avec les patrons. Bon, mais en tout cas on a des bases syndicales en France comme ça qui sont sur des positions très rudes de ce point de vue-là, assez radicales, donc ça facilite ce type de rapport à l'eau. Après sur l'enquête concrètement, alors oui, c'est pas facile d'écrire concrètement ce qui a été fait, et surtout moi je voulais pas donner de méthode. Tu l'as dit, mais c'est vraiment important, je crois vraiment que ce type d'enquête doit s'adapter à un public, à un contexte, et qu'il faut être hyper souple. Et juste, je vais plutôt donner des exemples. Comment ça s'est passé avec les Géodis. Au départ, moi je m'imaginais faire des entretiens. Pas la première fois, mais la 2-3e fois qu'on a été les voir, je savais qu'on allait traîner, qu'on aurait du temps, j'avais un dictaphone dans mon sac. Puis ce dictaphone, je l'ai toujours eu, je pense, pendant longtemps. Je ne l'ai jamais sorti. J'ai jamais été capable de le sortir. Le format de la discussion, c'était pas celui-ci. Très rapidement, c'était des rapports interpersonnels où on se parlait comme des amis. Par contre, j'avais mon carnet, un minima, quoi. Et moi, je prenais des notes. C'était pas le cas de tous les camarades. Il y a plein de camarades qui faisaient ça, puis qui retenaient quelques infos et qui petit à petit ont progressé dans. Moi, je me sentais le besoin de prendre des notes pour cumuler quand même un savoir et avoir ça, quoi. Mais ça s'est fait comme ça en tout cas. Et le format entretien, qui est le format classique de la sociologie un peu, n'a jamais été mis en œuvre. La seule fois on l'a mis en œuvre, c'est pour faire une interview et publier une interview parce qu'ils avaient tellement de choses à raconter qu'on s'est dit ah là c'est le bon moment. Et c'est venu après, ça faisait déjà plus d'1 an qu'on les connaissait la première interview, quoi. Donc voilà, on s'est adapté à ce terrain-là et je pense que c'est ce qu'il faut faire. De même que sur des personnels comme les personnels du nettoyage, je pense que ça renvoie un peu aux mêmes problématiques. De leur enlever 1 heure de leur journée qui est sûrement déjà extrêmement compliqué pour faire un entretien avec un dictaphone, ça ne correspond pas au format qu'il faut essayer d'adapter. Donc peut-être privilégier plutôt des rencontres courtes mais régulières. Moi il y a des époques de ma vie où je les avais toutes les semaines au téléphone par exemple, on discutait de ce qui se passait au quotidien dans l'entrepôt, et c'est le cumul petit à petit sur du long terme de tout ça qui fait l'enquête. Et puis du coup sur les discours que eux produisent, effectivement ça peut être déroutant. Alors, il y a quand même cette idée d'avancer ensemble, donc il faut assumer le fait que dans l'enquête, toi tu peux arriver, lancer l'enquête en disant que ça va faire évoluer leur façon de percevoir les choses à elles. Juste la contrepartie, c'est d'accepter que toi, tu fasses évoluer aussi tes perceptions. Donc tu peux y aller en disant les choses vont évoluer, et petit à petit, peut-être que ce discours-là que j'aime vraiment pas, peut-être qu'il va disparaître. Par contre, moi, il faut que je sois prêt à intégrer un discours que j'avais pas anticipé avant et qui va peut-être. Voilà. Donc, si ce rapport il est comme ça, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème et que voilà, faut pas hésiter sur des sujets un peu clivants. Des fois, faut en discuter, quoi, et poser les contradictions, dire qu'on n'est pas d'accord. Ça, par exemple, les chercheurs à l'université le font jamais. En entretien, on ne dit pas à quelqu'un non, je suis pas d'accord avec ce que tu racontes, quoi. Nous, on le disait tout le temps parce que c'est dans la discussion que ça allait être intéressant, qu'il y a des choses intéressantes qui allaient émerger. Et puis faire confiance aussi à ce qu'on appelle nous l'expertise brute, ça pour le coup ça vient de la sociologie, mais alors peut-être qu'il n'y a pas une analyse de la plus-value, de exactement c'est quoi à l'heure le nombre d'euros qui sont retirés de. Par contre l'expertise brute c'est le mal de dos, c'est l'exposition aux produits chimiques, les douleurs sur les mains pour les femmes du nettoyage, et ça c'est des choses qu'il faut vraiment creuser, de détailler ça, parce qu'en plus c'est les infos qu'on n'a pas. Dans les médias on entend des trucs un peu génériques, par contre les trucs concrets sur les mains, ça permet de comprendre c'est quoi le quotidien d'une ouvrière du nettoyage, quoi. Donc aller chercher ce type d'infos, et puis pas hésiter à lancer les débats si on n'est pas d'accord, quoi. Florence ? Oui, moi juste une question aussi, c'est quels sont les secteurs ou les nouveaux salariés qui aujourd'hui sont peut-être le plus enclins à déclencher des mouvements organisés et à s'organiser au regard de la situation?
Et ça c'est compliqué, je vous pose la question à vous et je veux bien qu'on en discute tous ensemble. Hein. Mais bon, nous la logistique ça nous paraissait intéressant. Moi en ce moment le déchet ça me semble intéressant. Après, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que c'est pas sûr que les mobilisations à venir viennent du monde du travail. Elles vont forcément concerner le monde du travail, ça veut pas dire que ça sera pas connecté, mais c'est pas sûr qu'elles viennent de là. Les Gilets jaunes en France, ça a fait un petit effet quand même un peu étonnant, et puis c'est pas le seul endroit, il y a eu plein de mobilisations à l'international qui partaient sur des questions de taxes, des choses comme ça. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, c'est des choses qui arrivent et qu'on est obligé de prendre en compte. De chercher à tout prix de ramener ces mobilisations-là vers l'entreprise. On l'a fait un peu, vous avez vu les banderoles Gilets jaunes, les entreprises. C'était un message aux Gilets jaunes pour dire allez-y, mettez le bazar dans vos boîtes. Ça n'a pas marché, hein, clairement. Et pour autant, ce mouvement-là, il reste connecté au monde du travail. Donc c'est pas dire que le travail a perdu de sa centralité, mais juste, voilà, il y a des mouvements qui vont émerger, qui ne seront pas directement liés au travail. Et plutôt que de les repousser tout de suite, il faudra se dire ah, mais comment ça peut évoluer et qu'est-ce qui se passe avec ça, quoi. Donc voilà, après sur le monde du travail, logistique et déchets, c'est un peu mes trucs. Sinon, je sais pas, c'est un peu difficile. Je vous demande votre avis à vous. Mais je vais clôturer. Je pense qu'on peut reprendre la discussion encore éventuellement autour des cigarettes et autres activités post-conférence. Je pense aussi parce que c'est une bonne transition vers la fin. Je pense que la période est compliquée. Il se passe beaucoup de choses et en même temps rien n'est clair. Et l'idée de se tourner vers l'enquête ouvrière, c'est bien de poser ces questions-là. C'est d'essayer de faire venir ici et ailleurs les gens qui réfléchissent à essayer de regarder très près des luttes. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui fait bouger les gens, qu'est-ce qui les fait pas bouger, comment ils répondent à une situation nouvelle et créent des solutions à des problèmes, parce que c'est dans la lutte, quand on n'a pas d'autre choix, qu'on trouve des solutions à des problèmes concrets, qu'on lance un peu ce processus sur la précarité pour reconnaître un phénomène, l'emploi type, le vécu type aujourd'hui, il n'est plus dans le CDI pour toute ta vie dans la même entreprise. Par ailleurs, de reconnaître qu'on n'a pas de réponse toute faite et que donc il faut réfléchir ensemble. Et donc je suis content de voir que vous êtes venus nombreuses et on en fera d'autres. Sur la précarité, ça commence déjà le 17, mais aussi sur l'enquête militante, sur l'enquête ouvrière. Et donc on espère vous revoir pour les autres cycles de réflexion et éventuellement dans les organisations, dans les groupes, avec la carte non, mais pour travailler ensemble, pour mobiliser et construire un mouvement dont on a vraiment besoin. Merci beaucoup à tous et à David en particulier. Merci à vous.